Bonjour à tous et merci de participer à cette masterclass, un type de rencontre un petit peu curieux, nouveau, original, auquel les uns et les autres ne sommes pas habitués, qui nous fera encore plus goûter à l'avenir le plaisir de se rencontrer en face à face. Les trois pièges du manager en temps de crise. Premièrement, je vous espère tous, chacune et chacun d'entre vous, en, en bonne forme, en bonne santé, ainsi que vos proches. Mais si c'est le cas, et même si on apprécie le fait d'être dans une bonne santé, eh bien, la crise que l'on vit ne manque pas de nous perturber assez profondément. Nous interroge finalement sur la posture qu'il est opportun d'avoir en ces périodes de crise. Je crois personnellement qu'il faut avoir la crise modeste. Avoir la crise modeste, c'est considérer que nos visions d'aujourd'hui nous paraîtront tellement pauvres, voire impertinentes dans quelques semaines. De la même manière, quand on se rappelle des positions et des approches et des visions que l'on avait il n'y a qu'un mois, on a l'impression de vivre aujourd'hui dans un autre monde. Avoir la crise modeste, c'est reconnaître que dans quelques mois, dans quelques années, les experts du management du moment, eh bien, nous critiqueront, se moqueront de nous pour ce que nous n'avons pas fait, pour ce que nous n'avons pas vu, pour ce à quoi nous n'avons pas réagi. Avoir la crise modeste, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, eh bien, des, euh, des tas d'acteurs dans les hôpitaux, dans les services essentiels, partout dans notre pays et dans le monde, eh bien, travaillent avant tout pour leur survie, pour la survie de leurs activités, pour la survie de leurs entreprises. Donc, avoir la crise modeste, c'est finalement considérer aujourd'hui que, comme les anciens le disaient déjà, eh bien, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Mais le manager n'est pas celui qui seulement se répand sur les réseaux sociaux, si vous voulez, pour faire profiter les autres de toutes ces bonnes idées. Le manager, c'est pas celui qui passe son temps à s'abreuver des élucubrations de tous les experts du lendemain sur des chaînes d'information en continu. Le manager, c'est celui qui a une responsabilité, qui doit assumer un rôle et qui se pose aujourd'hui la question eh bien, de ce qu'il doit faire. Et finalement, pour cette masterclass, j'aimerais revenir à trois basiques du management eh bien, qui organiseront mon propos. Le management, c'est avant tout faire en sorte qu'une action collective soit performante. Autrement dit, assurer la performance aujourd'hui dans une situation où il faut à la fois faire face à l'urgence du moment tout en préparant l'avenir de l'après-crise. Le management, c'est tenter d'influencer des comportements, les siens en premier lieu et ceux des autres pour produire cette performance. Et le management, c'est quoi? Eh bien, le management, c'est pour assumer cette mission délicate que je viens de préciser, eh bien, c'est s'interroger en permanence sur ces théories. Ou une autre manière de le dire, eh bien, sur les références, sur les visions du monde qui nous amènent à agir d'une façon ou d'une autre. Et ces références, la question des comportements, la question de la performance, ça constituera les trois parties, les trois stades eh bien, de cette masterclass. Partons des références. Finalement, la crise bouscule nos références, nos théories, nos visions du monde, solidement accrochées et qui nous permettaient jusque-là de faire face à des situations que l'on peut considérer être des situations aujourd'hui de vitesse de croisière à l'époque. Il y a au moins trois références qui sont bousculées. Premièrement, c'est notre rapport à la connaissance. Bien évidemment, manager, c'est faire référence à un ensemble de connaissances que l'on opérationnalise. On croyait tout savoir, mais finalement, comme je viens de le dire, on s'aperçoit que dans la situation actuelle, on ne sait pas grand-chose. Vous serez sans doute, comme moi, surpris par l'évolution ou du moins les sollicitations, les questionnements de notre rapport à la connaissance en ce moment. Au début de la crise, les pouvoirs publics ont fortement marqué que leurs actions étaient le résultat finalement de ce que leur disaient les scientifiques.
il y avait un comité scientifique et le gouvernement faisait référence aux prescriptions finalement de ce conseil scientifique en considérant que ce rapport à la connaissance devait suffire à légitimer une action politique. Et puis finalement, petit à petit, tous ces scientifiques, tous ces sachants ont fleuri de partout. On s'est aperçu que les connaissances scientifiques pouvaient être une matière d'opinion, que ces connaissances scientifiques pouvaient justifier des pétitions de principe, voire des pétitions très concrètes. Et puis on s'aperçoit aussi que finalement, le politique et l'éthique revient au galop. On s'aperçoit que dans le manque d'assurance, dans le manque de connaissances définitives qu'il faut bien reconnaître, il s'agissait pour faire fonctionner une société, mais pour faire fonctionner aussi une entreprise, de faire des choix dans le cadre d'une incertitude. Et que finalement, cette connaissance, Dieu sait si elle est utile, mais en tout cas ne suffisait jamais à cette nécessité d'assumer un rôle, de prendre des positions, de prendre des décisions. Après, le rapport à la connaissance, c'est aussi notre rapport aux autres qui est sollicité. Parce que le management, c'est quoi? C'est une activité sociale. On avait l'impression de maîtriser la nature humaine grâce à tous les sondages, aux enquêtes d'opinion qui nous révélaient finalement, qui nous paraissaient élucider le mystère de la nature humaine. Or, finalement, dans ces situations de crise, on en revient à quelques archaïsmes, à quelques connaissances, si vous voulez, que l'on avait peut-être oubliées. Nous sommes face à une épidémie. Les textes anciens nous ont appris pourtant que ces grandes catastrophes qui s'abattent sur l'humanité, sont une constante. La dernière de ces grandes catastrophes, c'était la grippe dite espagnole. Relisez ou lisez un ouvrage qui est très très récent, qui date d'il y a à peine 2 ans, c'était en 2018, ouvrage du professeur Vinet qui nous raconte la grippe espagnole. Relisez son dernier chapitre sur les avertissements qu'il donnait. C'était pas très vieux, c'était il y a à peine 2 ans. Les situations de crise, ce sont aussi l'observation de l'anthropologie nous permet de le reconstituer. C'est aussi la présence de situations de confusion. Des situations de confusion où on a l'impression de ne rien y comprendre, où chacun a tendance à réduire la réalité à sa réalité, à considérer que sa réalité est la réalité. Les situations de confusion, c'est quand on a l'impression qu'il suffit qu'une explication paraisse rationnelle, pour qu'elle soit juste. Dans cette situation de confusion, l'anthropologie nous apprend qu'on a tendance à rechercher des responsables. On les appelle les boucs émissaires et on sait en général, dans l'histoire et la littérature, le sort qui leur est destiné. Finalement, dans ces situations difficiles, on sait aussi que la nature humaine montre une assez grande capacité de résilience. Il y a toujours une après-crise. La caractéristique de la crise, ce n'est pas tant d'y rentrer, mais c'est qu'on en sort toujours. Certes, on en sort différent, on en sort renouvelé, mais il ne faut jamais oublier cette capacité importante de résilience. Et puis après, le rapport à la connaissance et le rapport aux autres, finalement, ces situations de crise interrogent notre rapport à la maîtrise des choses. Le management, c'est la maîtrise. Finalement, qu'est-ce que l'on fait quand on apprend à manager ou quand l'on essaie de manager? C'est toujours de savoir maîtriser les choses. Le problème, c'est que dans des situations de crise, on a l'impression de plus maîtriser grand-chose. Vous voyez, certes, on a des idées simples, mais finalement, ces idées simples sur la situation, sur les solutions que l'on préconise, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu les choses que le diable est toujours dans les détails et que rien n'est jamais aussi simple. On a des idées simples, mais on se rend compte de l'extrême interdépendance de nos sociétés. Et cette interdépendance, elle ne se réduit pas à la mondialisation, qui est en ce moment, chez tous les commentateurs, honnie et remise en cause. Cette interdépendance des choses, on la vit même à notre niveau local. Parlez-en à vos commerçants, parlez à vos commerçants de leurs difficultés
à s'approvisionner alors que du côté des producteurs, les stocks continuent de s'accumuler. Finalement, les idées simples, elles se heurtent aussi. On est gêné aux entournures parce que notre droit a produit. Notre droit qui s'est constitué, qui s'est complexifié en situation calme de croissance régulière ou de croisière, eh bien, on se trouve confronté aujourd'hui à ces difficultés. C'est cet entrepreneur qui dit, même s'il est dans des activités dites essentielles, eh bien, demander à ses salariés de ne pas venir travailler pour ne pas prendre le risque, en cas de contamination ou de problème quelconque, eh bien, d'être considéré comme responsable. Les autorités lui diront qu'il n'a aucun risque puisqu'on est en situation exceptionnelle, mais cet entrepreneur, il ne fait pas forcément confiance, soit à ses collaborateurs, soit au juge, dans une situation de conflit éventuel. C'est aussi la complexité d'aujourd'hui. Et puis finalement, vous savez, dans les idées simples que l'on peut avoir, on les confronte immédiatement eh bien, à toutes les questions éthiques qui ne manquent pas de survenir. Longtemps, on a pu considérer que finalement l'éthique était le choix entre le bien et le mal. Le bien étant généralement ce que l'on croit soi-même et le mal ce que croient les autres. Et finalement, on se rend compte, parlez-en aux soignants, eh bien, que l'éthique, c'est surtout choisir entre le mal et le mal. Ou disons-le autrement, entre le pire et le moins pire. Et c'est notre rapport à la complexité aussi de nos sociétés, de nos organisations qui se trouvent confrontées. Nos références sont sollicitées. Mais deuxième point, comme manager, on doit s'occuper des comportements. Les comportements du manager lui-même, les comportements des autres qu'il faut tenter d'influencer pour que ça produise eh bien, du résultat. Dans ces périodes de crise, eh bien, on apprend beaucoup sur les comportements. Le comportement, finalement, c'est toujours le meilleur et le pire. Le meilleur, j'imagine que dans vos organisations ou autour de vous, eh bien, vous en êtes témoin. Alors, on pense aux soignants, bien évidemment, hein, que l'on applaudit tous les soirs à 20 heures. Mais il faut aussi penser à tous ces salariés de l'ombre, je dirais, hein, qui sont que l'on ne voit jamais, les invisibles, ceux qui font en sorte, eh bien, dans leur usine, au fin fond d'un territoire, de transformer très rapidement un outil de production pour produire des masses. Ceux qui finalement continuent de venir travailler sur des tâches apparemment banales, mais qui permettent finalement au système eh bien, de continuer de fonctionner. On voit tous ces actes d'héroïsme de tous ceux qui pourraient facilement revendiquer un droit de retrait, mais qui finalement continuent de travailler. Donc le meilleur est toujours là. Alors le pire, c'est pas la peine d'en parler parce que on a toujours suffisamment d'exemples. Si vous voulez, il est toujours là. Hein, c'est difficile d'en faire une liste exhaustive, depuis les profiteurs jusqu'aux voleurs de masques, depuis les lâches jusqu'aux ingrats, depuis ceux qui mettent un mot à leur voisin de palier soignant pour qu'il quitte l'immeuble, ou celui ou celle eh bien, qui continue de manière très hédoniste eh bien, de ne pas rompre son programme d'entraînement au jogging afin de préparer les compétitions suivantes. Je veux dire, on a suffisamment d'exemples. Relisez Henri Amouroux. Henri Amouroux est un historien, journaliste, historien, qui a écrit une remarquable histoire eh bien, de la France sous l'occupation. Vous voyez, il nous décrit ce qu'ont été les comportements réels pendant ces années-là. Alors effectivement, après la guerre, il n'y a toujours que des résistants. Après la crise du coronavirus, il n'y aura que des héros qui ont fait des choses extraordinaires. Mais la réalité du monde, c'est toujours cette diversité des comportements, le pire et le meilleur. Retenons le meilleur, souvenons-nous quand même parfois aussi un peu du pire. Les comportements, ce que l'on en apprend aussi en situation de crise, c'est qu'ils sont toujours surprenants. Il y a une dizaine d'années, je ne préciserai pas les détails, mais une grande entreprise française est confrontée à une crise terrible. Une crise qui réellement menace sa survie. Quand la crise survient, le COMEX se réunit, crée un comité de crise pour essayer eh bien, de la gérer. Et quelques mois plus tard, le président de cette entreprise qui avait vécu cette crise, géré la situation de crise, nous faisait le récit suivant. Je le revois encore, nous parlons
petit groupe de personnes de cette crise qu'il avait vécue et tentait de gérer. Quand il en parlait, des taches rouges réapparaissaient encore sur son visage, c'est dire l'intensité de l'émotion dans ces moments-là. Et finalement, le principal constat qu'il faisait après cette crise était de dire que s'il avait eu à faire un business case, hein, c'est-à-dire à vivre dans un exercice, dans un programme de MBA, cette crise-là, s'il avait eu à imaginer, à prévoir les comportements de ses collaborateurs, eh bien, il aurait eu tout faux. C'est-à-dire ceux sur lesquels il comptait le plus, parmi les membres de son COMEX, de ceux qu'il avait choisis lui-même, de ceux avec lesquels il avait appris à travailler au fil des années, eh bien, ceux sur lesquels il aurait compté le plus, finalement, se sont totalement liquéfiés face aux événements. Et d'autres sur lesquels il n'aurait pas forcément misé gros, eh bien, c'était totalement révélé. Et c'était révélé peut-être les plus grands, les plus forts et les plus héroïques dans cette situation-là. C'est dire que les situations de crise, eh bien, sont toujours des situations où on se révèle, où les comportements se révèlent, et il est important d'y être attentif. Et puis la troisième chose que l'on apprend aussi sur les comportements en situation de crise, c'est que finalement, les comportements sont toujours le résultat d'apprentissage. Alors vous avez peut-être été agacé au début de cette crise par la lenteur dont témoignaient certains à appliquer les gestes barrières ou à respecter les règles minimales du confinement. Vous avez pu vous demander comment, face à la nécessité de ces changements, les personnes immédiatement, si vous voulez, comme un programme sur lequel on se branche sur son ordinateur, n'avaient pas immédiatement, en temps réel, changé leur comportement. Eh bien non, les comportements nécessitent un apprentissage. Circulez dans la rue aujourd'hui, vous ne voyez pas les mêmes comportements que ceux que vous pouviez observer au début du confinement. Attendez quelques semaines, personne n'osera sortir dans la rue avec un masque acheté ou auto-confectionné, même si finalement tout le monde au début de la crise se moquait des personnes ou des personnes souvent asiatiques qui portaient un masque dans le métro ou dans la rue. Les comportements exigent un apprentissage. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas critiquer trop vite ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait assez vite. Si ça se trouve, ce seront peut-être ceux qui apporteront le plus. Il ne faut pas non plus, c'est beau dire, si vous voulez, de ceux qui paraissent tout de suite avoir eu la réactivité qu'il fallait. Il faut attendre de voir sur la durée, s'ils maintiennent leur manière de faire et leurs bons résultats. Nos références changent, nous apprenons des choses sur les comportements, mais j'aimerais quand même en arriver à la partie un petit peu plus concrète de cette intervention. C'est-à-dire comment préparer la suite. La seule chose que l'on sache, c'est que dans une crise, il y a toujours un après-crise. L'important, la difficulté du management, c'est de réagir à cet immédiat, à cette urgence, mais aussi de préparer ce qui va se passer ensuite. Et en guise de préparation, je voudrais simplement vous livrer 3 mots. Le premier mot, c'est le mot d'ouverture. Dans un ouvrage très très inspirant, très personnel, Marion Muller-Collard nous relate les réactions personnelles qui sont vécues quand on est confronté à un événement brutal, difficile. Et ces 3 phases qu'elle décrit, je pense qu'elles décrivent assez bien ce que l'on ne manque pas de vivre, peut-être soit personnellement, peut-être plus collectivement, dans une organisation, dans une équipe, quand on est confronté à une crise. Sur là, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de la plainte. C'est-à-dire la phase de l'expression de la douleur devant cette crise que l'on a à subir. La colère d'avoir à subir cette crise. Les accusations de tout un chacun parce qu'il doit bien y avoir un responsable. Si on vit une crise, c'est bien parce que quelqu'un a dû faire quelque chose de mal quelque part, a dû faire une bêtise, ne pas prendre la bonne décision, ne pas réagir suffisamment vite, nous mentir, etc.
La plainte, c'est aussi le sentiment de l'injustice. Après tout, pourquoi cette crise me touche moi plutôt qu'un autre? Voilà, ça c'est la phase de la plainte. C'est une phase qui est nécessaire, c'est une phase que l'on vit tous. Cette phase de plainte est généralement suivie par la phase de la menace. La menace, c'est finalement quand on sent que cette crise remet en cause, nous remet en cause personnellement, remet en cause ce que l'on avait construit, remet en cause nos acquis, que ces acquis soient matériels, financiers, que ces acquis soient intellectuels, c'est-à-dire ce que l'on pensait avoir compris du fonctionnement du monde, que ces acquis aussi soient un peu spirituels. Il ne faut pas négliger cette dimension-là. Et finalement, la menace, c'est se sentir remis en cause, ce qui peut conduire à de la dépression, ce qui peut conduire à un repli sur soi, ce qui peut conduire à un sentiment de très grande vulnérabilité, de très grande fragilité. Et puis la troisième phase, eh bien la troisième phase, c'est celle qu'elle appelle la phase de la grâce. Et finalement, la grâce, c'est quoi? C'est un vocabulaire qu'on utilise peu en matière de management, mais la grâce, c'est une certaine ouverture, une certaine acceptation. Finalement, accepter ce qui arrive. Le problème n'est plus de s'en réjouir ou de s'en plaindre, mais en tout cas, tout simplement d'accepter ce qui se passe. Et finalement, en acceptant, eh bien, arriver à dégager ce qui peut être nouveau, à essayer d'être attentif, disponible à cette nouveauté. Cette nouveauté, elle peut se situer dans des idées nouvelles, dans des comportements nouveaux, dans des relations nouvelles, peut-être dans des personnalités nouvelles ou dans des facettes de la personnalité de ceux dont on est proche, eh bien, qui s'expriment et qui se révèlent à ce moment-là. Alors finalement, pourquoi parler d'ouverture? Pourquoi ce mot d'ouverture? Mais tout simplement parce que on arrivera de toute manière à cette phase 3. L'enjeu, c'est peut-être de hâter le processus pour arriver à cette phase 3. L'enjeu, c'est peut-être une certaine discipline à essayer d'arrêter plus vite qu'on ne le fait, eh bien, cette phase de la plainte. L'enjeu, c'est peut-être de sortir le plus vite possible de cette phase de la menace. Et dans une équipe, quand on manage une équipe, quand on manage une organisation, c'est vrai qu'une des responsabilités du manager, c'est peut-être dans ces situations-là, eh bien, d'accélérer ce passage à la phase d'ouverture. Premier mot, l'ouverture. Comment reconsidérer nos activités? Comment rétablir des choses nouvelles? Alors, pour ceux qui ont assisté à mes cours hein, dans ces 2 dernières années, j'aime bien décrire que finalement, chaque décennie en matière de travail et en matière de management a un petit peu son mot-clé. Dans les années 80, enfin 1980, eh bien, on parlait beaucoup d'amélioration des conditions de travail. Dans les années 90, on a beaucoup parlé d'amélioration de la qualité de la vie au travail. Dans les années 2000, c'était la décennie de l'équilibre, de l'harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bien évidemment, les années 2010 ont été la décennie du bien-être. Alors souvent, des participants un petit peu taquins me disaient, mais c'est bien joli, mais il ne nous a pas échappé qu'on était en 2020. Et donc, il ne suffit pas de parler de la décennie 2010. Certes, vous êtes vieux, mais enfin quand même, il faut quand même un peu essayer d'être actuel. Alors, même si la décennie de 2020 ne commencera que le 1er janvier 2021, on peut quand même se risquer à se dire quel va être le mot-clé de la décennie 2020. D'ailleurs, je me livre d'autant plus facilement, si vous voulez, à cet exercice de la prévision du futur, puisque de toute façon, à mon âge avancé, je ne serai plus là pour qu'on puisse me dire que j'avais tort. Eh bien, il me semble que la décennie 2020, ça sera la décennie de la QTT. La QTT, c'est-à-dire la qualité du travail au travail. J'ai écrit un article là-dessus il y a un an ou deux, vous pouvez vous y référer, mais finalement, cette idée de la qualité du travail au travail, eh bien, finalement, c'est peut-être encore plus vrai avec la crise qu'on est en train de vivre. Je crois que l'enjeu majeur va être dans les années qui viennent de faire en sorte, et c'est un enjeu de management considérable, que le travail de chacun, eh bien, gagne en qualité.
J'ai dit plus qu'en productivité, je dis en qualité. Et il me semble que cette phase d'ouverture, eh bien, c'est justement une phase qui doit nous conduire à revenir sur le cœur même de la qualité du travail qu'on est en train de produire. D'ailleurs, est-ce que ce que l'on est en train de vivre ne nous amène pas à reconsidérer l'utilité de toutes les tâches quotidiennes que l'on s'était habitué à faire? L'ouverture. Le deuxième mot-clé, c'est le mot de culture. Lors d'une crise déjà ancienne, je crois que c'était dans les années 80, une grande marque automobile allemande avait publié une publicité qui donnait une page entière dans tous les journaux, je me rappelle. Et cette publicité, c'était « Quand les temps sont durs, on en revient aux valeurs sûres ». Ça, c'est une caractéristique des situations de crise. Vous savez, quand vous êtes sur votre bateau, votre petit bateau, si vous voulez, qui vous êtes pris dans la houle, le vent, la tempête, je ne suis pas du tout marin, donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus, eh bien, quand votre bateau est en train de bouger dans tous les sens, dans ces situations-là, il est préférable que le mât de votre bateau fasse inexorablement un angle de 90 degrés avec le plan du pont. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous rabattez les voiles, vous vous accrochez à votre mât et vous attendez que ça passe. Quand on est dans des situations difficiles, il vaut toujours mieux avoir des choses solides auxquelles on peut se raccrocher et qui nous servent à rebondir et à refaire quelque chose. Sur le plan personnel, c'est une évidence. Quand vous vivez des situations difficiles, il est bien préférable, si vous voulez, d'avoir quelques principes solides, quelques références, quelques convictions, eh bien, qui vous aident à traverser l'orage. Eh bien, il en va exactement de même, si vous voulez. Il en va exactement de même pour des organisations. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a de solide dans une organisation? Eh bien, on a ce que l'on pourrait appeler tout simplement, eh bien, une culture. C'est-à-dire des références qui sont partagées et des références qui ne viennent pas de l'imagination de quelqu'un, mais des références qui se sont construites au fil du temps. Eh bien, en réponse, en réaction à des situations. Revenir à cette culture, c'est un moyen très, très, très important de retrouver, je dirais, la base sur laquelle on va pouvoir rebondir. Un petit peu comme la planche d'appel, vous voyez, pour l'athlète qui qui pratique le saut en hauteur. Alors, vous allez me dire, oh, d'accord, mais quels sont les éléments de notre culture? Bien évidemment, on a des outils pour essayer de décrire cette culture. Je voudrais tout simplement vous rappeler trois choses. Trois choses finalement que l'on partage forcément dans une organisation. Parce que si on ne les partage pas, l'organisation ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner. La première chose, c'est ce que j'appelle la raison d'être. Alors peut-être pas la raison d'être telle que l'a définie la loi Pacte, mais la raison d'être signifiant, eh bien, ce que l'organisation, l'entité, l'équipe, est censée délivrer pour l'extérieur. Une organisation n'existe que si elle fournit à l'extérieur quelque chose qui est recevable par cet extérieur. Une organisation n'existe que dans la mesure où ce qu'elle fait a une utilité pour quelqu'un à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est son objectif, je dis que c'est sa raison d'être. Si vous continuez si vous avez la plus belle stratégie du monde, la plus belle vision du monde, les meilleurs blocs de compétences, les meilleurs logiciels possibles et imaginables, eh bien, si vous fabriquez les meilleures chaises à porteurs du monde, eh bien, vous ne survivrez pas longtemps parce que vous ne les vendrez pas. La raison d'être, c'est ce qu'on est censé délivrer à l'extérieur. On est obligé de partager ça dans une organisation, il faut toujours y revenir. Alors, à l'intérieur de l'entreprise et de l'équipe, on n'est peut-être pas d'accord sur les KPI, on n'est peut-être pas d'accord sur les modes de contrat, on n'est peut-être pas d'accord sur des manières de faire vis-à-vis des fournisseurs ou des clients, mais on est bien obligé de partager le minimum d'une raison d'être, ce qu'on est censé délivrer à l'extérieur. Il y a une deuxième chose qu'on est obligé de partager, sur laquelle il faut toujours revenir, c'est le métier. Le métier, c'est notre façon de faire.
de façon de faire qui nous distingue, par exemple, de nos concurrents. Une certaine façon de faire qui transparaît dans des règles, dans des procédures, dans des objectifs. Et puis il y a une troisième chose qu'on est obligé de partager. Alors c'est un petit peu ringard de le dire comme ça, mais c'est un minimum de politesse. Et la politesse, c'est quoi? La politesse, c'est ce que les bipèdes ont inventé tout simplement pour pouvoir fonctionner ensemble. Dans toutes les sociétés du monde, à toutes les époques, on a toujours inventé ces règles, le plus souvent implicites, qui ont parfois besoin d'être explicitées, mais des règles qui nous permettent tout simplement de fonctionner ensemble. Revenir en permanence sur ce que l'on est obligé d'avoir en commun, la raison d'être, le métier et la politesse, c'est aussi un moyen, en faisant référence à ces bases solides, eh bien, de surmonter la crise avec un petit peu plus de chances d'y arriver. Et puis, il y a un troisième mot, après l'ouverture et après la culture, ce sont les relations. C'est souvent la qualité des relations qui s'exprime dans une certaine confiance qui permet de rebondir et de surmonter une crise. Alors évidemment, certaines organisations ont pu accumuler des réserves en la matière. Elles ont une histoire de qualité de relations et de confiance. Vous voyez. Alors forcément, ces organisations-là, ces équipes-là, eh bien, ont de sacrés avantages, si vous voulez, quand elles se trouvent confrontées à la crise parce qu'elles ont des réserves. Mais attention, la question de la crise en matière de relations n'est pas qu'une question de cigales et de fourmis. Vous voyez, les fourmis, qui auraient accumulé et les cigales qui se trouveraient fort dépourvues quand la crise fut venue. Non. C'est aussi une situation, les situations de crise, où il y a énormément d'attentes de la part de chacun. Une attente de quoi? Une attente souvent de, comment dirais-je, de satisfaction de besoins très, très primaires et matériels, mais souvent une attente aussi de sécurité, c'est-à-dire être dans un univers que l'on peut comprendre. On a besoin de comprendre, on a une très, très grande attente de comprendre. Autrement dit, la qualité des relations managériales que l'on a en situation de crise seront très, très, très importantes. Certes, vous pouvez avoir accumulé un crédit, tant mieux. Mais si vous n'avez pas accumulé de crédit, eh bien, je dirais qu'il y a encore des chances. Et cette chance-là, c'est quoi? C'est de profiter du moment présent. Ce que vous allez faire comme manager, les initiatives que vous allez prendre, la qualité des relations que vous allez développer, va être quelque chose de marquant, va être quelque chose dont on se souviendra. Ça, c'est quelque chose de très important. Et cette qualité de relation que vous devez établir en ce moment, eh bien, on peut la résumer, si vous voulez, avec 3 mots. Il faut de la présence. L'important n'est pas tellement ce que l'on dit, si vous voulez. L'important, c'est d'être présent. D'ailleurs, que voulez-vous dire sur l'avenir de la crise? Qui pourrait vous croire si vous vous mettez à prévoir ce qui va se passer? L'important, c'est pas tellement ce que l'on dit, c'est d'être là. Alors, une présence qui est rendue forcément plus difficile, si vous voulez, quand on est en période de télétravail. Mais vous devez être imaginatif. Je veux dire, ces situations de management à distance, personne n'a de règles sur ce qu'il faut faire. La seule règle, c'est d'être imaginatif et de créer des moyens originaux de maintenir cette présence. Et puis vos relations, elles doivent donner de la perspective. Elles doivent donner de la perspective. Autrement dit, il ne suffit pas de remercier béatement, c'est important de le faire, mais il faut donner aussi de la perspective. Donner de la perspective, c'est simplement, ce n'est pas dire ce qui va se passer, c'est aider les gens à porter un autre regard sur ce qu'ils sont en train de vivre. Même les myopes peuvent voir la perspective. Ils ne voient pas la même chose que ceux qui ont une bonne vue. Mais en tout cas, ils peuvent aussi avoir un regard, déplacer un regard. Et puis la troisième chose qu'il faut avoir, peut-être le plus difficile, c'est la permanence. Pardon. La permanence, le temps long. Cette phase de télétravail dure longtemps, sûrement plus longtemps que vous ne l'imaginez au départ. Et puis l'après-crise va durer longtemps, peut-être plus longtemps qu'on ne le croit. L'enjeu, ce n'est pas uniquement l'originalité de ce que l'on peut faire, mais surtout de maintenir cette présence sur le long terme. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà les 3 mots. L'ouverture, la culture, les relations. Alors vous allez me dire, mais attendez, il y a un peu trop pris sur la marchandise.
Le titre de cette masterclass s'intitulait Les 3 pièges. On n'a pas parlé des trois pièges. Eh bien, je vais conclure avec ces 3 pièges du manager. Et ces 3 pièges, vous y retrouverez tout ce que j'ai essayé de développer auparavant. Ces 3 pièges, c'est ce que je pourrais appeler les 3 P. Le premier piège, c'est le piège de la politique. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire le métier qui n'est pas le nôtre. Nous sommes des managers, eh bien, il nous faut manager. Notre rôle n'est pas de faire de la politique. Notre rôle n'est pas de faire la leçon à ceux qui ont des responsabilités pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Notre rôle, ce n'est pas de nous imaginer virologues, scientifiques, médecins, Premier ministre ou que sais-je. Si on peut le faire à ces moments de détente, en se répandant sur les réseaux sociaux ou autres. Mais notre premier rôle, il est de faire. Le premier rôle du manager, il est de faire. Il n'est pas de dire, il est de faire. Le premier piège, c'est de tomber effectivement dans le discours. Alors certes, notre petit café avec notre petit blanc aux zinc du bistrot du coin nous manque. Certes, c'était le moment où on pouvait refaire le monde tous les matins, mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. L'enjeu, c'est de faire. Et puis il y a un deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège du P comme probabilité. Ils sont nombreux à nous dire, eh bien, ce qui va se passer, ce qu'il est probable qu'il se passera. Ils sont nombreux, ceux qui nous disent, si vous voulez, c'est-à-dire c'est les tenants du singulier, ceux qui nous parlent de l'entreprise, ceux qui nous parlent du travail, ceux qui nous parlent du manager, comme si toutes les situations se valaient, et à nous dire ce qui va probablement se passer. Non, il n'y a pas de probabilité. Donc il ne faut pas céder au catastrophisme, ou il ne faut pas céder non plus à l'illusion naïve. Non, l'enjeu, ce n'est pas de croire qu'il va nous arriver ce que les autres disent qu'il va arriver à l'ensemble de la société. Non, l'enjeu, il n'est pas croire de ce qui nous est dit, l'enjeu, il est d'espérer. Espérer plutôt que croire ce qui nous est dit, c'est-à-dire avoir une perspective sur ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que le futur n'est absolument pas défini, le futur n'est pas tracé. Certes, dans une crise, tout le monde ne s'en relève pas, mais certains s'en relèvent. Beaucoup s'en relèvent, différents, renouvelés. Donc l'enjeu, il est d'espérer, il n'est pas de croire eh bien, les prévisions ou les probabilités qui nous sont dites. Et puis il y a un troisième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le P, le troisième P, le P du passé. Faisons très 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 attention au passé quand on est dans une situation de crise. Le passé, c'est quoi? Le piège du passé, c'est quoi? C'est croire que finalement, eh bien, l'après-crise va revenir comme l'avant. C'est-à-dire que nos débats de l'après-crise sont ceux que l'on a avant. C'est très important en matière de management. Revenons sur tout ce que l'on a pu dire dans les discours de management d'avant. Vous savez, ce management de l'injonction, celui qui disait au manager ce qu'il devait faire. Ah ben il faut être bienveillant, ah ben il faut être confiant, ah ben il faut être agile, ah ben il faut être ceci, il faut être ceci, il faut être cela. Je pense qu'il ne faut pas essayer de revenir à ce genre de discours. Non, 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 l'après sera différent. Donc il ne faut pas essayer eh bien, d'imaginer que l'on va pouvoir revenir à la situation ex-ante et retomber dans les mêmes discours et les approches d'avant. Non. Ceci dit, il ne faut pas uniquement imaginer, non plus imaginer, que l'on peut faire du passé table rase. Je me méfie beaucoup de ceux qui disent que demain va être un genre totalement nouveau, on aura fait table rase du passé et on reconstruira tout à partir de rien, à partir de ce que l'on voudra reconstruire. Non, nous serons toujours la continuité de ce que l'on a vécu avant. C'est exactement ce que nous apprend l'histoire des civilisations quand elles traversent des crises. Eh bien, elles le traversent différemment, mais elles le traversent aussi en fonction et selon, eh bien, les forces et les ressources qu'elles avaient accumulées auparavant. Donc, ne tombons pas dans ce piège facile du passé à reconstruire, à reconnaître qu'on va pouvoir y revenir comme avant, ou à penser qu'on pourrait en faire fi.
Voilà les trois pièges du manager, hein. Le piège du politique, c'est-à-dire dire plutôt que faire. Le piège des probabilités, écouter ce qu'on nous dit plutôt que d'espérer. Et puis le piège du passé, eh bien se replier plutôt qu'à s'ouvrir de ce qui nous arrive. Alors voici un peu le meilleur que je peux vous souhaiter, d'éviter ces pièges, en n'oubliant jamais que finalement le manager n'a jamais qu'une seule ressource, n'a jamais qu'une seule arme dans les situations qu'il rencontre, c'est de travailler sur ses propres comportements à lui, à elle. Et ces situations de crise sont aussi un bon moment, un aiguillon, hein, dont on aurait préféré se passer, certes, mais un aiguillon, eh bien, pour revisiter un petit peu ce que l'on fait et la manière dont on se comporte dans cette situation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis, comme il est tout à fait opportun de le dire en ce moment, eh bien, prenez soin de vous et surtout de tous ceux qui vous sont proches. Merci.